Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bienvenue. Nouvel atelier. Merci d'être là. On voit que le compteur commence à augmenter. 11h30, on va démarrer du coup cet atelier sur une nouvelle stratégie. Alors nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais en tout cas, elle commence à s'implémenter dans le secteur de la finance, qui permet de faire de vos équipes, de vos collaborateurs, vraiment des ambassadeurs de la marque et surtout des générateurs de rendez-vous qualifiés. Preuve à l'appui, puisqu'on a 2 cas clients à vous proposer sur une bonne partie de ce webinaire. On va démarrer du coup pour une bonne demi-heure, je pense, pas plus. L'idée, c'est de vous garder jusqu'au bout et d'en sortir avec quelque chose que vous pouvez appliquer potentiellement peut-être dès la rentrée de septembre sur le dernier trimestre. On va attendre quelques minutes de plus. Merci d'arriver. Salut à tous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat où est-ce que vous êtes en France ou peut-être même ailleurs. Je sais qu'il y a des gens qui viennent des Antilles, de La Réunion, par exemple. N'hésitez pas à discuter et à dire bonjour. Ok, il est 32. On démarre. Ouais, salut Zaya, super que tu sois là avec nous, sympa. Salut, salut, salut. Dinar. Donc nous, on est à Paris et à Toulouse. Donc moi à Paris, Elsa à Toulouse. Allez, on va démarrer. Hello. Alors, du coup, cet atelier, c'est donc une série d'ateliers qu'on essaie de faire tous les mois et demi, souvent avec des partenaires. On a pu avoir la chance de faire ça avec Ludovic de I Want Lead pour de la génération de Google Ads dans le secteur de la finance. On a eu Luc Girard aussi qui accompagne les cabinets de CGP, les dirigeants à développer, à sécuriser leur croissance. Salut Luc d'ailleurs. Qui est avec nous, ouais. Sympa. Voilà, aujourd'hui, on parle donc Alexandra de la Réunion. Wouh. Bienvenue, merci. On va parler donc d'une nouvelle stratégie. Ce que je disais tout à l'heure avant que tout le monde arrive peut-être, c'est que c'est une stratégie qui est connue depuis plusieurs années. Moi, je l'ai déjà développée sur des grands réseaux de cabinets il y a 4-5 ans. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui va d'ailleurs de plus en plus fonctionner parce que les tendances sont en train de changer petit à petit. Je pense qu'on le constate tous à nos niveaux respectifs. L'idée, évidemment, c'est toujours de générer du business. On n'est pas là pour faire juste de l'acte de présence. C'est quand même de faire du business, de l'activité, de trouver du nouveau client, de fidéliser ses collaborateurs, etc. Donc, Elsa et moi, on part pour une demi-heure pour vous expliquer tout ça, un petit peu de pédagogie, évidemment, pour vous expliquer un peu le contexte de cette stratégie et surtout 2 cas clients avec une vraie méthodologie qui a fait ses preuves. C'est parti. Une phrase qui, je pense, enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien de la remettre, c'est que la marque, aujourd'hui, elle ne se suffit plus à elle-même. La confiance va passer par l'humain. On le voit, les profils personnels émergent, les communications personnelles émergent depuis déjà plusieurs mois, voire maintenant depuis 2 à 3 ans. Et donc, ça passe par l'humain et c'est extrêmement important. Les avis sur Google, les Trustpilot, avis vérifiés et compagnie, c'est vraiment les tendances du quotidien et c'est important d'en tenir compte aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, sur LinkedIn, un post d'un collaborateur génère 8 fois plus d'engagement qu'un post corporate. On le voit, un post sur une page entreprise, ça fait 3 likes et évidemment, c'est vous, la page entreprise et le premier collab. En revanche, une personne physique qu'on connaît, qui a un visage, qui a un style, eh bien, lui va générer en général beaucoup plus d'engagement. Pourtant, la plupart des entreprises aujourd'hui, il n'y a que la marque qui communique. Il y a un blog, il y a un site internet, mais on voit très peu les équipes. Tout repose souvent sur le fondateur. Ok, c'est bien, il n'y a pas de doute, il faut que le fondateur représente son entreprise, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il peut aller un petit peu plus loin parce qu'aujourd'hui, c'est dommage de se dire que la marque, l'entreprise dépend uniquement de son fondateur dans la mesure où souvent, la plupart du temps, elle fonctionne grâce à ses équipes. Les premiers résultats que nous, on a pu voir sur les 2 cas qu'on vous a montré après, c'est que sur plusieurs profils, donc 3-4 minimum, il y a quand même une notion d'effet de masse, de groupe en tout cas.
on va avoir une portée 10 à 15 fois supérieure que uniquement sur la marque. Donc, il y a un vrai potentiel et un potentiel accessible. Et donc, du coup, ce qui fonctionne mal ou plus du tout, aujourd'hui, et attention, c'est pas une question c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est souvent une question de cohérence de canaux, de stratégie marketing, stratégie de communication. C'est pas on arrête tout ça et on ne fait que cette nouvelle stratégie. Par contre, c'est de se dire, bah oui, les emails, si on ne fait que ça marche de moins en moins. Pour autant, si on le fait avec une cohérence globale, ça peut fonctionner. L'appel à froid, il y a beaucoup de filtres, on le voit, il y a les nouvelles directives de la CNIL qui vont être mises en place les prochains mois. Bon, voilà, forcément, on fait un peu la chasse à l'appel téléphonique d'un inconnu. La publicité, tout le monde ne peut pas se le permettre et c'est relativement coûteux, très concurrentiel, avec un ROI assez incertain. Et puis, les contenus d'entreprise, lorsqu'ils sont seuls, souvent sont peu engageants. Et donc, pendant ce temps-là, on voit ce que je disais tout à l'heure en préambule, des profils personnels qui émergent, des communications personnelles qui sortent sur les différents canaux de communication que nous avons à disposition. Et donc, du coup, il y a une tendance à ça, enfin, ça, c'est le résultat, en fait, mais qui est lié à un changement de comportement chez les prospects. Oui, effectivement, ils mènent l'enquête. Donc, les prospects, ils cherchent clairement une personne et pas une enseigne. Ils cherchent une voix, une figure, une posture. Ils ne cherchent pas forcément une communication lisse d'une marque, une charte graphique bien pensée. Ils vont aller chercher l'humain avec lequel il pourra engager une relation de confiance. On sait que 82% des acheteurs B2B font davantage confiance à une prise de parole d'un expert métier qu'à une communication de marque. Donc, autrement dit, clairement, on n'y échappe pas. Vous êtes déjà jugé par vos prospects. Et ce jugement, il ne se fait clairement pas sur votre logo, il se fait sur votre profil LinkedIn avec la posture, la clarté, la cohérence. Il va se faire aussi sur la capacité à vulgariser des sujets complexes et à la façon de prendre position et de partager un retour d'expérience. Et c'est ce qu'on appelle un signal d'autorité. Quelques lignes vues en diagonale ou un post vu rapidement dans un feed, ça suffit clairement aujourd'hui à dire OK, je lui fais confiance ou pas. Et pourquoi ? Parce que c'est clairement cognitif. La parole d'un individu est aujourd'hui perçue comme plus fiable, plus engageante et plus lisible en fait que celle d'une enseigne, d'une marque. Et la règle, elle est simple. Chacun vraiment a son rôle. Les marques, elles affirment et les personnes, elles vont rassurer. Et surtout dans les secteurs comme le vôtre, qui est le conseil, la finance et l'assurance, où l'humain est clairement au cœur de la décision et de la conversion au final. Donc, ouais. Alors, comment, du coup, on va aller chercher à structurer cette stratégie ? Ce qu'on observe, du coup, souvent chez nos clients, c'est une bonne intuition, mais une mauvaise répartition des rôles. Comme le disait Léna tout à l'heure, le dirigeant ou l'associé, il va tout porter. Il prend la parole régulièrement, il est exposé, il s'engage et c'est OK, c'est complètement normal. Mais souvent, autour de lui, c'est silence radio et forcément, la visibilité individuelle du dirigeant, elle est par définition limitée. Un profil LinkedIn, aussi bien géré soit-il, ne touchera jamais autant qu'un collectif de 3, 4, 5 ou 10 profils coordonnés. C'est clairement, c'est mécanique, c'est une question mathématique, c'est une question de portée, mais pas que, c'est une question aussi de diversité de ton, de regard, de résonance. Donc, voilà, c'est bien ce qu'on appelle justement l'employé advocacy et ça change la donne. On va aller chercher à multiplier les points de contact. Donc, chaque collaborateur devient un point d'entrée potentiel dans votre univers. Un CGP, par exemple, qui s'adresse au TNS, un directeur commercial qui parle de relations clients, un expert qui va reformuler une réforme fiscale. Vous allez toucher plus de cibles, mais avec aussi plus de pertinence. Donc, on multiplie les points de contact, ce qui augmente mécaniquement les chances de prise de rendez-vous concret. Il faut savoir qu'en moyenne,
il faut 7 à 13 points de contact avant la conversion, avant les premiers échanges. Donc, si on multiplie les prises de parole, on va forcément être plus performant dans la conversion, dans les retours. On va aussi renforcer la cohérence de la communication. Donc, ce n'est pas chacun dans son coin. Il faut aussi avoir forcément une stratégie de prise de parole et surtout une parole alignée avec la même vision, le même ADN, le discours de marque, mais tout ça exprimé dans différents tons à travers différents visages. Et le prospect, avec cette cohérence, il va sentir une culture, une ligne directrice. Et ça, c'est rassurant pour le prospect et c'est ça qui fait passer à l'action de la conversion. Donc, on va créer un cercle vertueux. C'est un collaborateur qui prend la parole, il va attirer l'attention, il va créer de l'engagement, il alimente la marque et chaque collaborateur va alimenter la communication de la marque. Et tout le monde en bénéficie, clairement. Donc, forcément, la marque, le conseiller, le commercial, chaque collaborateur et donc le collectif. Et à l'inverse, on retrouve du coup souvent 3 pièges. Souvent un peu le trop technique. Donc, on maîtrise bien les sujets, c'est la force, surtout dans le milieu de la finance. Mais quand le contenu est clairement trop pointu, avec trop de jargon, il va toucher personne ou alors il ne va pas toucher les bonnes personnes. Il va rassurer les pairs, mais on va vite perdre les prospects et on va vite perdre sa cible. Donc, il faut savoir vraiment prendre du recul, simplifier, bien formuler, mais attention sans bien sûr appauvrir le contenu. Un contenu qui est bien vulgarisé, clairement, il n'est pas, ça ne veut pas dire grand public ou ça ne veut pas dire superficiel. Ça veut dire clairement impactant, orienté bénéfice pour sa cible. Et c'est là que la communication, elle devient vraiment un levier stratégique et pas juste un exercice de style dans la rédaction des posts. Deuxième erreur, c'est que chacun publie un petit peu à sa sauce. Donc, un collaborateur qui va poster sur la recherche du job du copain, l'autre qui va partager un article potentiellement engagé politiquement, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important de maîtriser effectivement la cohérence et la confiance parce que ça peut brouiller la perception et ça peut décrédibiliser la marque. Et troisième erreur, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est que seule la marque s'exprime. Ça rend une communication froide et avec très peu de reach, très peu d'engagement. Et on sait très bien que l'algorithme LinkedIn va favoriser clairement les profils personnels et pas les pages entreprises. Et c'est là où les gens font confiance à des personnes et pas à des logos. Voilà, donc c'est l'employé advocacy, c'est pas faire parler les équipes avec plaisir, mais c'est bien transformer vos collaborateurs en canaux de visibilité, et qui est qualifié et au service de la marque et du business. Du coup, forcément, quand on a dit ça, on ne part pas dans tous les sens, comme le dit Elsa, et il y a une approche spécifique et que nous, on a calibré et qu'on a mis en application. On va le voir juste après. Si on devait le résumer en tout cas, c'est que d'abord, on va aller identifier les bons profils. Un bon profil n'est pas un profil qui est forcément le plus représentatif de l'entreprise. Ce n'est pas juste ça qui compte. C'est aussi quelqu'un qui a un peu envie, quelqu'un qui est assez volontaire, en tout cas qu'on va pouvoir embarquer. Donc, et surtout qui va avoir un impact, évidemment, sur cette stratégie. Bien sûr, on va fournir les contenus parce que dans vos métiers, faire des posts LinkedIn, liker, ajouter du réseau, ça ne fait pas partie des prérogatives en général, même si c'est une corde qu'il est bon d'avoir aujourd'hui. Donc ça, on va faire gagner du temps avec des contenus prêts à relayer et surtout, on va encadrer et piloter le rythme de publication à travers les personnes. C'est là où il y a le plus d'impact. C'est vraiment ce suivi, cet accompagnement, c'est vraiment ce côté un peu challengeant d'ailleurs qu'on va retrouver dans les équipes. C'est vraiment faire un minimum d'efforts pour un maximum d'impact. Je vous épargne la lecture de cette phrase en anglais avec mon anglais dégueulasse. Donc du coup, nous, on l'a identifié sur 2 phases. La première, elle est extrêmement importante.
Grosso modo, toute cette stratégie peut se mettre en place avec évidemment du rendez-vous à la clé. Attention, hein, l'idée, ce n'est pas de mettre en place et d'attendre que ça tombe. C'est vraiment, en gros, cette presta, c'est un petit peu comme préparer un marathon. Il y a plusieurs phases. Et d'abord, on va venir décupler la visibilité de la marque via les profils du collaborateur, qui va déjà, on verra avec les résultats, commencer à générer de l'activité et du rendez-vous. Et une deuxième phase, un tout petit peu plus proactive, où on va aller déployer des outils pour aller vraiment sélectionner la bonne cible. Donc d'abord, cette première phase extrêmement importante. On l'a découpée en 5 étapes. La première, c'est évidemment cadrer et embarquer. Il y a un peu de formation, surtout, c'est de mettre en place, de diffuser à travers des ateliers avec les équipes des bonnes pratiques pour que justement les gens comprennent comment ça fonctionne et surtout soient eux-mêmes partie prenante de l'action. On va essayer d'aller chercher au moins 4 profils. On aurait tendance à dire avec Elsa que ce type de prestation marche peu. S'ils sont que 2 ou 3, il faut essayer d'aller chercher 4, 6 minimum. Nous, on est allé le chercher sur 8 à 10 collaborateurs. On va le voir juste après. Donc, une fois qu'on a embarqué ces gens-là, on en profite pour mettre à jour les profils, pour justement harmoniser la marque, à la fois sur les profils des collabs, aussi sur l'entreprise. Et là, on va être sur les photos, les bannières, les textes, les compétences, les mots-clés. Il y a un vrai sujet qui va impacter à la fois le visiteur du profil, mais aussi l'algorithme LinkedIn, Google. En attendant, nous, en asynchrone, on va créer du contenu, donc une bibliothèque de contenu aux couleurs de l'entreprise, aux couleurs au sens premier, c'est-à-dire à l'identité graphique, mais également sur le contenu, donc les produits proposés, la démarche, l'historique, tout le storytelling de l'entreprise. Et pourquoi pas aussi, c'est ce que nous, on a fait en tout cas, injecter des contenus un peu plus personnalisés par rapport aux collaborateurs qu'on aura identifiés. Et ça, c'est notre petit truc en plus avec Elsa et moi, d'aller vraiment affiner, personnaliser le plus possible ce qu'on va proposer. Bien sûr, l'idée, c'est de publier au moins 2 fois par semaine, à la fois du contenu qui est repartagé de la page entreprise, mais évidemment du contenu natif du collab. C'est 1 à 2 minimum. On pousse puisque on a un petit peu plus selon les profils des collaborateurs. Ça, on le fait parce que chaque semaine, on déploie au moins 30 minutes par petit groupe. Là, en l'occurrence, c'était des groupes de 4 à 6 personnes en visio pour justement identifier un peu les contenus sympas, pousser à l'engagement, pousser à les liker, chercher des gens en réseau, comprendre comment fonctionne l'algorithme. Et ça, toutes les semaines, pendant 3 mois minimum. Après, ça peut s'espacer. Disons que c'est un peu au bon vouloir et à l'attitude en fait, des équipes que nous avons en face. Là-dessus, nous, on va être force de proposition systématiquement. Bien sûr, en parallèle de ça, il y a un suivi et de l'engagement. On a des tableaux de bord magnifiques où on va aller chercher à suivre tout ce qui se passe à travers les posts et les profils des collaborateurs. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va évidemment challenger les équipes à celui qui va faire le top 3 des plus d'abonnés, de plus de posts, de plus d'impressions, de plus d'engagement et évidemment au bout de plus de nouveaux prospects. Quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'en gros, quand on a une équipe de 10 collaborateurs, tous ne seront pas ambassadeurs. On les embarque forcément au début parce que c'est important. C'est de l'émulation de groupe, c'est l'émulation qui va venir fidéliser le collaborateur à la marque et à l'entreprise. Mais clairement, tous ne suivront pas les 1 à 2 posts par semaine parce que tout simplement, il y en a qui n'ont pas cette affinité à la communication, notamment très, j'ai envie de dire, ouverte au monde. LinkedIn, c'est quand même un espace où on n'est pas tous prêts à se montrer, à prendre la parole. C'est normal, malgré l'accompagnement, c'est des choses qui parfois ne se décantent pas. Pour autant, c'est pas très grave. L'idée, c'est que quand on en a 10 au départ, qu'on arrive à en garder plus de la moitié, et ça a été le cas, en tout cas dans les cas qu'on a pu déployer. Ce qui est important, c'est vraiment la dynamique et l'émulation. Et d'ailleurs, les uns vont soutenir les autres, challenger les uns, fournir des idées. Et donc, c'est de créer ce petit challenge qui est quand même plus rigolo, on va dire, que de juste faire du prospect. Donc, une fois qu'on a déployé ça, et on verra après sur les résultats sur cas client, il y a une deuxième phase qui vient suite à ça et qui est indéboulonnable, en fait. C'est vraiment complètement dépendant. La phase 2 vient après la phase 1. C'est extrêmement important. Oui, effectivement. Donc, comme dit Léna, la phase 1, c'est vraiment commencer à émettre du contenu pour avoir de la visibilité
sur les collaborateurs et donc la marque. Et ensuite, il y a forcément cette phase 2 pour un petit peu activer, aller chercher le contact, aller chercher le conversationnel avec le potentiel prospect pour engager du coup cette conversation et arriver avec un objectif clairement d'acquisition de leads et de rendez-vous qualifiés. Donc, on va lancer une campagne de prospection par profil qui va reposer sur idem 5 étapes clés. Donc, on montre ici un petit peu comment structurer cette campagne et le lancement de ces campagnes. On fait généralement des campagnes multicanales si on veut être encore plus performant. Donc, les campagnes multicanales, c'est bien sûr aller plutôt chercher des lancements d'emails, mais aussi des messages privés LinkedIn après avoir bien sûr mis en contact en réseau premier pour bien sûr gonfler aussi le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnés sur la communauté. Donc, pour lancer ces campagnes de prospection, clairement, il y a une première étape qui est une des plus importantes, c'est le ciblage. Il ne faut surtout pas se contenter d'utiliser 2-3 filtres de sélection par secteur, par fonction. Ça ne suffit pas parce que plus le volume du ciblage va être gros, moins la campagne après va être personnalisée et donc performante. On commence souvent selon, bien sûr, le business model, enfin le business de la personne. On commence parfois par une logique ABM. Dans tous les cas, la logique reste un petit peu la même. On sélectionne une liste précise de rôles qui est décideur, qui est influenceur pour arriver à une conversion, qui est intégrateur parfois quand il s'agit de logiciels SaaS. On va aussi aller chercher des signaux business. Est-ce qu'il y a des changements de poste, des phases de recrutement, des nouvelles personnes qui se lancent en tant que TNS? Voilà, on va aller aussi chercher des signaux d'engagement, donc des likes, des commentaires, justement du contenu qui a été créé et diffusé dans la phase 1. Et on a une phase aussi dans cette étape de ciblage d'enrichissement de données. On va aller chercher, selon notre liste de prospects cibles, on va aller chercher d'enrichir les emails, les téléphones, etc., le plus de coordonnées possibles pour scorer au maximum les prospects et être le plus fin possible et le plus pertinent et performant. On ne va pas aller chercher clairement ici du volume, mais beaucoup plus de pertinence. Deuxième étape, ça va être le copywriting. Donc, qu'est-ce que j'écris à mes prospects dans mes emails, qu'est-ce que j'écris ou dans mes messageries LinkedIn pour chacun des collaborateurs, parce que ça va forcément être des déclinaisons selon les collaborateurs et ça va être forcément des objectifs potentiellement différents. Il y a des collaborateurs qui peuvent aller chercher de l'interprofessionnalité et du partenariat. Et d'autres collaborateurs vont aller chercher plutôt des clients finaux, que ce soit du B2B ou que ce soit voilà, pour un CGP, aller chercher des TNS, des entrepreneurs, etc. Donc là, le copywriting, il va se faire en fonction forcément de l'étape d'avant qui est du coup du ciblage. Et on va aller chercher des biais cognitifs pour mieux performer sur les taux de retour. Il y a forcément quelques bonnes pratiques, surtout c'est des emails, des objets très courts, surtout si on s'adresse à des décideurs top management. Là, on ne peut pas se permettre de faire des emails à rallonge. Il faut aller chercher de la conversation et pas de la vente. On va oublier clairement les formulations pompeuses, même quand on cite des grands comptes, hein, clairement. Le but, c'est de vraiment créer de la connexion. Il y a forcément une étape d'intégration des séquences, de paramétrage d'outils. Les outils, ça peut être des outils comme Wallaxy, Lemlist, The Gross Machine. Il y en a plein qui sont adéquates avec des budgets différents. Et on va bien sûr dans l'intégration aller essayer aussi de personnaliser les messages avec des icebreakers un peu différents selon ce que permet l'outil. Bien entendu, une étape de suivi et d'optimisation. Là, clairement, on va aller bien sûr suivre les KPIs et continuellement
adapter les messages pour augmenter les performances. Ce qu'on peut attendre en moyenne, en fait, et ça dépend vraiment beaucoup de la cible. Si c'est du top management ou si c'est des indépendants, forcément, les stats vont être quand même différentes, les stats de retour vont être différentes. Mais par collaborateur, on peut aller chercher du 400 abonnés par mois par profil, un taux d'ouverture de 25 à 50% et un taux de réponse entre 3 et 8%. En sachant qu'on peut atteindre, voilà, pour chaque collaborateur, 600, 800 cibles par mois. Il y a une dernière étape, effectivement, qui est une 5e brique. Certains des entreprises le font, d'autres non. Ça va dépendre énormément de la structure de l'entreprise. Est-ce qu'elle a une équipe commerciale ou pas? Mais l'idée, c'est quand même, et elle est très importante cette brique, c'est quand même d'aller finaliser ces campagnes automatisées par une touche de contact humain. Et c'est ça qui va vraiment doubler les performances des campagnes d'acquisition. C'est vraiment au moindre mot, vraiment. Et c'est de au moins réserver tout simplement parfois 2 heures, 2 heures par semaine, de se positionner un créneau de 2 heures par semaine pour appeler, relancer les personnes, soit qui ont répondu, soit qui ont cliqué, ouvert, voilà, qui ont montré en tout cas un signal. On ne va pas aller chercher du cold call, mais on va aller chercher plutôt du hot call, donc vraiment des personnes qui ont déjà montré un intérêt pour la personne ou la marque. Donc voilà, donc c'est vraiment finir avec des interactions humaines sur le process automatisé et avoir des messages personnalisés, c'est ce qui peut faire toute la différence. Lina, du coup, je pense qu'on peut passer au cas concret. C'est là où on peut beaucoup plus imaginer ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire avec justement en montrant ce qu'on a fait. Exactement, on a donc 2 cas. Un premier qui est un cabinet avec 8 collaborateurs que je te laisse nous exposer du coup, puisque c'est toi qui les as accompagnés. Ouais. Effectivement, donc là ici on a accompagné un cabinet indépendant basé à Lyon qui depuis plus de 10 ans accompagne une clientèle de TNS et entrepreneurs. Clairement, c'est un cabinet solide, reconnu localement, mais leur modèle d'acquisition, forcément, ils avaient une limite. Pourquoi? Parce que ça dépendait de 2 canaux uniquement. Donc, les associés s'appuyaient en tout cas exclusivement sur la recommandation, qui est un bon signal de fidélisation, un bon signal indicateur, un bon indicateur de business en soi, clairement. Et les 4 CGP étaient alimentés uniquement par des leads achetés et du phoning, call center qui les rappelait, etc. C'est un système efficace, mais c'est un système qui est fragile. Ils savaient bien parce que c'est un système qui n'est pas forcément très prévisible, où on n'est pas forcément maître de sa propre croissance. Donc, il y avait un besoin de structurer une stratégie plus pérenne, plus qualitative et avec des objectifs clairement exprimés dès le départ, qui étaient gagner en visibilité auprès de leurs prescripteurs, donc aller chercher l'interprofessionnalité, donc des experts comptables, des notaires, des avocats d'affaires, et être repérable dans le parcours d'achat des clients finaux aussi, et donc surtout diversifier leurs canaux d'acquisition et donc maîtriser leur croissance en allant chercher à générer des rendez-vous qualifiés. Donc, on a mis en place effectivement ces 2 phases dont on vient de parler. Résultat au bout de 3 mois, donc les 2 phases de développement de contenu avec ces 6 collaborateurs, donc les 4 jeunes CGP et les 2 associés, plus cette phase de développement de campagne de prospection. En tout, en 3 mois, il y a eu 75 000 vues par mois en organique, donc clairement sans sponsoring. Donc ça, c'est forcément cumulé sur les 6 collaborateurs, à voir vraiment sur le constat de la différence forcément des résultats quand il n'y a que le dirigeant et en tout 6 personnes qui diffusent du contenu sur LinkedIn. Forcément, ça décuple les stats. Et avec ces 2 phases et ces 2 actions, en tout, ils ont eu 12 demandes entrantes
dont 5 rendez-vous transformés. Donc un taux de transformation assez satisfaisant, sans oublier un partenariat initié avec un notaire. Et clairement, le partenariat, c'est du business à long terme, clairement. Il y a beaucoup de leads entrant après ce type de partenariat. Donc voilà, ce qu'on peut retenir du coup, c'est qu'effectivement, avec une prise de parole régulière et surtout cohérente, parce que chacun doit avoir sa prise de parole et sa tonalité et son axe de prise de parole, c'est effectivement important pour capter à la fois autant des prescripteurs que des clients finaux. Et ça permet de bien structurer son acquisition organique. Voilà, donc effectivement, c'est un cas de CGP qui est vraiment spécialisé sur les TNS, mais potentiellement, Léna, du coup, on a déjà fait aussi des opportunités sur du B2C, sur du B2C uniquement sur la génération de contenu, mais c'est une opportunité aussi pour des cabinets de grossir cette part de TNS entrepreneurs, puisque ces campagnes de prospection vont agir uniquement sur cette cible-là, en fait, qui est vraiment intéressante pour les CGP. Effectivement, les cabinets, pour beaucoup, ont en grande partie une catégorie de clientèle qui est plutôt investisseur final. B2C, on aurait tendance à croire qu'ils ne sont pas sur LinkedIn, ce qui est faux fondamentalement parce que de plus en plus de gens sont disponibles à travers leur profil professionnel et ont des problématiques patrimoniales personnelles. Néanmoins, pour ne pas survendre quelque chose qui pourrait être un peu déceptif, il est évident qu'aller chercher du TNS, la profession libérale, des métiers très spécifiques qui sont justement très facilement identifiables sur LinkedIn, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien et on a pu le constater du coup à travers ce cabinet de gestion de patrimoine et pareil pour l'autre. Et donc un cabinet qui aujourd'hui, je ne sais pas, 8 clients sur 10 qui sont des B2C et qui voudrait aller chercher un petit peu plus de TNS parce que c'est intéressant, parce que c'est sa vision, son ambition, eh bien on pourrait venir modifier un peu cette répartition de clients grâce à ce type de campagne. Donc le montrer d'une part à cette catégorie de cible finale d'investisseurs et en plus de générer de l'opportunité spécifiquement sur eux. LinkedIn est un magnifique vivier de contacts. Il y en a encore qui achètent des leads, qui achètent des bases ou qui trafiquent un peu ce contenu parce que c'est un peu historique. Bon, d'accord, ça va être de moins en moins possible. En revanche, LinkedIn, par exemple, on pourrait aller chercher d'autres d'autres ressources. Mais LinkedIn aujourd'hui, grâce notamment à cette prestation, à cette stratégie d'acquisition, permet à la fois de décupler sa visibilité et donc d'en récolter les résultats sur des mois et des années, de fidéliser ses collaborateurs autour de la marque et en plus de générer des nouvelles opportunités sur une cible qu'on n'aurait pas engagée auparavant. Donc, tout bénef. Si on continue du coup sur le deuxième cas, donc c'est le cas de l'entreprise Utwin. Utwin qui est une petite fintech qui appartient au groupe Prévoir. On est plutôt dans le secteur assurantiel. Leur job, c'est de proposer des solutions assurantielles de type assurance emprunteur, assurance santé. Je n'irai pas plus loin, ce n'est pas mon métier. Du coup, à des courtiers, des réseaux de courtiers sur le territoire national, mais aussi dans les dom-tom, pour que justement ces courtiers puissent les proposer à leurs clients. Donc, ils ont une équipe de 10 collaborateurs qui justement est en charge d'aller proposer les solutions aux courtiers et donc de les chasser, qui sont vraiment en business dev et qui, donc, du coup, nous ont sollicité pour déployer cette prestation. Ils ont donc 2 problématiques de base. La première, au niveau de l'inspecteur ou de l'animateur en charge de trouver des courtiers, c'est justement d'aller en chercher des nouveaux, voire d'activer ceux qu'ils connaissent déjà, qui ont pu souscrire il y a 2 ans et qui depuis n'ont pas forcément vendu ou proposé des solutions Utwin. Et deuxième problématique est plutôt au niveau de la marque, au-dessus, qui justement peine un peu à avoir une visibilité et donc une notoriété. Et donc tout ça est un cercle vicieux, vertueux, selon le moment où on le regarde. C'est en gros, tu as moins de visibilité, moins de notoriété, donc plus difficile de proposer les solutions assurantielles face à une concurrence qui évidemment est, elle, tout à fait présente.
Objectif très clair. D'abord, c'est de développer la visibilité de la marque Utwin, donc via les profils LinkedIn des inspecteurs. Créer une dynamique collective parce que malgré tout, ces 10 collaborateurs, c'est plutôt des challengers, c'est des gens qui n'ont pas peur de prendre le téléphone, qui adorent les nouveaux canaux. Clairement, on sent bien, en tout cas moi j'ai bien senti l'affinité compétitive qu'il y avait entre eux et de manière bienveillante évidemment, mais qui justement a été très très moteur dans le cadre de la Presta. Et bien sûr, de générer des opportunités supplémentaires et de refidéliser ou réembarquer des courtiers qui étaient un peu dormants. Et donc, clairement, on a remis en place la phase 1. Je vous montre un petit peu les images des posts qui ont pu être faits. La plupart des posts ont été générés par les collaborateurs eux-mêmes, même si au départ, on a fourni une 50aine de posts aux couleurs de la marque. On a d'abord commencé par faire 2 ateliers d'1h30. On a passé du coup tous les profils LinkedIn à jour. On a fait cette banque de 50 posts et on a mis en place des coachings hebdomadaires pour qu'il y ait au moins 2 posts par semaine, à la fois depuis la page entreprise et évidemment de leur propre initiative. Donc, ça a généré tout un tas de posts hyper sympas avec évidemment un très beau tableau de bord dont je vous épargne le coup d'œil qui a permis justement de mesurer et de challenger les équipes. Résultat. C'est intéressant en fait quand tu as une bibliothèque de contenu comme ça. Alors, effectivement, il y a le coaching qui est vraiment indispensable pour pouvoir motiver les équipes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut développer et générer un contenu qui peut être pris par plusieurs collaborateurs, pas forcément le même jour, bien entendu. Et là, en termes de budget, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que la création d'un post, c'est posté 6-8 fois. Donc, en tant que maîtrise de budget et de ROI, c'est assez malin, quoi. C'est ça. Complètement, c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce qu'on a l'impression que on utilise les poubelles. Non, pas du tout. C'est réutilisé à des moments, à des lieux différents, enfin des moments sur des profils différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, chaque profil, chaque collaborateur peut, à son initiative, modifier le visuel et garder le texte, modifier le texte et garder le visuel, sans forcément y remettre 2 heures de travail dessus. Et je tire le trait, évidemment, de l'IA qui, aujourd'hui, peut vraiment faire gagner du temps. D'ailleurs, parmi les ateliers de suivi qui a eu lieu au cours des 2 phases, il y a eu 2 ateliers aussi d'utilisation de l'IA en collaboration avec les équipes support de l'entreprise pour justement mettre dans les mains des collaborateurs le bon outil et surtout les bonnes pratiques pour éviter aussi de mauvaise utilisation de tous ces outils qui aujourd'hui sont accessibles à tout le monde, mais qui sont souvent mal utilisés. Donc, effectivement, tout bénef. Et donc, pour aller maintenant sur les résultats, donc sur déjà les 8 premières semaines, il y avait déjà 104 prospects entrants. Alors, soit des nouveaux, pour la plupart, c'était des nouveaux, soit des contacts courtiers qu'ils avaient en base déjà, mais qui n'avaient pas avancé, étaient dans un pipeline un peu oublié de prospection, comme ça peut exister. Il y a eu 24 400, enfin, il y a au bout de 8 semaines 24 452 abonnés cumulés sur la marque Utwin. Donc, tous les collaborateurs, la marque, on a 24 000 abonnés, c'est quand même pas rien. En quelques semaines à peine, on n'est même pas sur un an. Bien sûr, 2100 abonnés cumulés en plus sur les profils commerciaux, si on cible, x3 sur les impressions, un pic de publication sur une semaine de 51 posts. Imaginez 51 posts qui ont les couleurs, le nom, la représentativité de la marque à travers les collaborateurs. Et bien sûr, un effet de levier sur la visibilité de la marque elle-même. Rien que sur LinkedIn, forcément avec des impacts sur le site web, sur les inscriptions à les newsletters, etc. Même si nous, on était un tout petit peu, c'était pas notre rôle d'aller vérifier tout ça, on essayait quand même avec l'équipe marketing d'avoir un suivi de ça. Donc, ça montre vraiment qu'en très peu de semaines, on arrive à faire des très belles choses. Et ça, c'est vraiment les résultats à 8 semaines, sachant qu'on a fait quasiment 6 mois d'accompagnement pour les 2 phases, pour une équipe au départ de 12 et à la moitié de 6, sachant que les autres ne faisaient que continuer à publier des posts. Et on a focalisé sur 6 collaborateurs qui étaient plus sur de la prospection nouvelle dans les bonnes régions de France et notamment aux Antilles. Et où là, on a déployé les outils dont parlait Elsa de la phase 2 pour scraper, prospecter le bon segment sur des réseaux plus ou moins gros. L'idée, ce n'était pas d'aller chercher des tout petits courtiers, c'était plutôt d'aller chercher des groupes ou des cabinets un peu costauds. Et donc, c'est l'idée de ces
de cette campagne que nous avons menée. Et ce qui fait aussi qu'au début, il y a un peu d'imprégnation des collabs, mais que sur la deuxième partie, ils ont un tout petit peu moins de travail. Disons que le travail qu'ils ont à faire, c'est surtout de gérer les contacts entrants. J'ai envie de dire, c'est un peu les problèmes de riches et c'est ce que nous, en tout cas, on cherche à déployer chez nos clients. Donc voilà pour les 2 cas avec les résultats que nous avons obtenus. On peut aller sur des questions-réponses si vous voulez. On a terminé fondamentalement de ce qu'on avait à dire. Si vous souhaitez du coup nous poser des questions, il n'y a pas de sujet. On voit les 4 questions qui reviennent souvent quand on propose cette prestation, puisque en fait c'est assez méconnu de la stratégie d'employé advocacy. Souvent c'est réservé à des grosses structures comme Allianz par exemple, des structures qui ont énormément de collaborateurs et évidemment des budgets aussi en conséquence. Concrètement, est-ce qu'il y a forcément un aspect humain à ça? Comme on le disait tout à l'heure, tous les collaborateurs ne seront pas embarqués. Et ce n'est pas grave. Ils embarquent forcément au début parce qu'il y a l'émulation des débuts, c'est normal. Et après, naturellement, ils vont ne pas forcément vouloir continuer, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, ils seront quand même moteurs et ils comprennent pourquoi eux, ça ne leur plaît pas. Mais par contre, pour les confrères, ça fonctionne. Et donc, ils sont moteurs, ils vont republier, par exemple, juste les publications de la marque. Et rien que ça, déjà, ça vaut le coup. La délégation de la rédaction sans perdre en crédibilité, effectivement, c'est un sujet. Comment Elsa et moi, on peut parler en votre nom, en nom de plusieurs collaborateurs? Il y aurait peut-être un petit sujet schizophrénie là-dessous. Il s'avère que c'est quelque chose qu'on arrive à plutôt bien faire de par notre expérience. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça. Évidemment, l'IA aide à ça. Puis la façon dont nous, aujourd'hui, on rédige, la façon dont on apprend des collaborateurs et de la marque fait qu'on a suffisamment d'informations pour pouvoir faire des choses assez personnalisées. Bien évidemment, les ateliers de formation nous permettent aussi d'insuffler les bonnes pratiques et les bons conseils aux collaborateurs qui vont pouvoir naturellement prendre ce petit 80 ou 90% qu'on aura pré-mâché pour eux et ajouter leur propre petite touche sans dénaturer la méthodologie. Parce qu'effectivement, écrire pour LinkedIn, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas forcément inné, ça demande un certain savoir-faire. Et bien sûr, à ça, on ajoute un peu d'IA, nous, on travaille plutôt bien avec Elsa aussi, qui permet de gagner du temps et en pertinence. Donc, les résultats qu'on peut attendre, on vous en a montré. Bien sûr, ça nécessite un engagement de bout en bout. Si on publie, on travaille que les 3 premières semaines et qu'on n'assiste pas aux réunions de coaching, forcément, les résultats s'en font ressentir. Sur ces 2 cas et sur des cas qu'on a pu faire sur des réseaux plus élevés les années précédentes, on était sur des résultats à peu près similaires. Tu veilles au grain pour motiver la présence aussi. Effectivement, puis on n'est pas avare de conseils, en fait, de challenger. On fait des groupes LinkedIn qui permettent justement de montrer un peu ce que font les autres, de titiller un peu les égos et les envies justement d'utiliser ce canal comme un outil de captation de nouveaux contacts. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur ces petites questions qui reviennent souvent. Clairement, un dernier mot, c'est vraiment de se dire que comme dans toute presta, en tout cas tel que nous on le voit et tel qu'on veut vous le partager, c'est que ce n'est pas une question d'être influent. L'idée, ce n'est pas d'être le top favicon, le top influenceur. Il n'y a pas besoin d'avoir 450 likes pour faire du business sur LinkedIn. Nous-mêmes, on en est la preuve. Les 2 clients qu'on vient de vous montrer en sont la preuve, d'autres également. L'idée, c'est vraiment d'être visible, de ne pas laisser la place à la concurrence et d'utiliser les outils et les canaux qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2025, c'est des choses qui sont légèrement différentes de ces 5 dernières années, qui vont évidemment aussi changer dans les prochaines années. Et donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Et de le tenter. Encore une fois, ce n'est pas je fais ça et je suis tranquille pour la vie. C'est une cohérence globale qu'il faut avoir, tout comme dans une stratégie patrimoniale, tout comme dans une stratégie de développement d'entreprise. On ne mise pas tout sur un seul canal d'acquisition. L'idée, c'est d'aller un petit peu corréler tout ça, de tirer un peu les ficelles de sa marionnette. Et évidemment, des fois on avance, des fois on court, des fois on fait une pause. C'est normal. En tout cas, nous, on est là pour vous aider à structurer ça et surtout à décider si oui ou non, ça peut vous être utile. Il y a des clients avec qui on a déjà dit non, ce type de prestat n'est pas adapté de par les collaborateurs, leur affinité à LinkedIn, de par la taille, de par le budget, de par les problématiques aussi.
un cabinet qui démarre, clairement, c'est difficile d'aller chercher à faire de l'employé advocacy. Par contre, un cabinet qui a 4-5 ans et déjà 5-6 collabs, clairement, ça vaut le coup, vraiment. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? N'hésitez pas à le dire dans le chat. A priori, pas vraiment, donc tant mieux, ça sous-entend que c'est clair ou que vous êtes en train d'écouter autre chose. Les estomacs aussi gargouillent, c'est normal. Sachez qu'on va vous faire parvenir, comme après chaque atelier, un email qui résume les 3-4 points clés qu'il faut retenir, ce qui vous évite éventuellement d'aller regarder la vidéo en entier, ce qui peut être un peu relou. Merci, Prasaya. Et donc, il y a ce premier échange. Il y a évidemment aussi un article qu'on publiera probablement la semaine prochaine, qui permet plutôt de densifier, de remettre à plat ce qu'on s'est dit là. Et puis après, on est là pour en discuter si vous voulez. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, ne serait-ce qu'un petit café visio de 20 minutes. Ça peut parfois dégrossir et permettre de répondre à vos interrogations. Merci à tous pour vos retours. Tant mieux si c'était intéressant. C'est l'essentiel. C'est notre plus grand défi que ce soit intéressant et concret et applicable. Merci à tous. Bonne fin. Merci à tous. À bientôt. Bye bye.